Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour la troisième fois maintenant dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer également en vue des élections présidentielles au Congo-Brazzaville qui sont prévues le 21 mars prochain. Donc, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaisseraient pas et surtout, je vais me représenter aussi peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois, qui nous rejoignent pour la première fois dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc, je suis Charlène Ongota, je suis présidente de l'association Orem Mombia, c'est une association étudiante. Donc, l'objectif de cet assaut, très rapidement, c'est vraiment d'accompagner les étudiants étrangers sur le territoire français, notamment puisque je vis en France, dans le but aussi d'une meilleure insertion pour eux lorsqu'ils arrivent en France pour leurs études. Je suis par ailleurs élève avocate préparant le barreau de Lyon et à cette occasion, justement, je m'intéresse énormément aux questions de droits humains. C'est pour ça d'ailleurs que je collabore avec AEDH dans le cadre justement de ce cycle de conférences. Donc aujourd'hui, on va parler d'une compétition électorale inéquitable. Donc je tiens déjà à préciser que toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de s'inquiéter sur le fait de ne pas avoir participé à d'anciennes conférences parce que ce sont des thématiques qui sont vraiment abordées à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler effectivement de cette question de compétition électorale qui est inéquitable parce que injuste, et on verra pourquoi. Et lors de la dernière conférence qu'on a faite, on a parlé effectivement de l'espace public ou du moins de l'espace civique. Comment est-ce qu'il est conditionné au Congo-Brazzaville? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le fait d'avoir raté cette conférence-là, surtout qu'en plus, vous pouvez la retrouver en ligne. Alors, donc aujourd'hui, une compétition électorale inéquitable, on sait pertinemment que les questions électorales sont très sensibles, étant donné que justement, elle met aux prises plusieurs partis politiques, donc des partis politiques qui veulent bien évidemment sortir vainqueur des élections. C'est une période parfois qui peut effectivement annoncer du changement et parfois pas. Et par exemple, dans le cadre du Congo-Brazzaville, malheureusement, on sait que depuis déjà 37 ans, on va dire, on a toujours le même président, on n'a pas d'alternance et c'est vrai que ça pose question. Donc ces questions électorales aussi, elles ne sont pas propres. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on voit que on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on sait pertinemment, encore une fois, que ces questions électorales sont très prégnantes dans la vie d'un État et que ça peut vraiment parfois dégénérer. C'est vrai que sous-région, notamment en Afrique centrale, on a tendance à avoir des violences, on a tendance effectivement à ce que ces épisodes-là ne soient pas glorieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait en parler, on voulait vraiment mettre la question sur le tapis, sans tabou, de manière à savoir finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces élections soient plus équitables, plus justes, plus transparentes, plus inclusivement, pour effectivement tenir compte des opposants, inclure les également aussi qui sont concernés au premier chef. Comment est-ce que la société civile peut aussi jouer son rôle? Et donc pour ça, aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule, heureusement, puisque c'est quand même aussi le but d'un débat, c'est vraiment d'échanger, de pouvoir avoir aussi des connaissances et des informations qui se confrontent. Et donc pour ça, je vais être accompagnée par intervenants qui sont des acteurs de terrain. C'est toujours important de le préciser aussi, parce que les acteurs de terrain ont une connaissance du terrain qui n'est pas simplement théorique, mais qui est également pratique. Et donc, c'est important de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, justement, par rapport à cette question électorale qui va se dérouler le 21 mars prochain. Donc, nous avons Trésor Nzila. Donc, je pense que pour ceux qui ont déjà participé aux premières webconférences, vous avez eu l'occasion de voir Trésor présent avec nous. Donc, il représente l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Donc, effectivement, c'est quelqu'un vraiment qui travaille sur le terrain, qui sait ce qui se passe en termes électoraux, mais surtout aussi en termes de protection ou de représentation au niveau des droits humains. Nous avons également Brice Makosso, qui représente le mouvement Tournons la page, très important aussi, puisque c'est un acteur de terrain de premier chef, qui va nous faire aussi état justement de cette question d'inéquitabilité de la compétition électorale. Et on a un nouveau venu, donc Marcus Kissa, qui bien évidemment aussi représente un mouvement
un mouvement, on va dire, contestataire, effectivement, par rapport au pouvoir en place, mais aussi par rapport au fait que les droits humains ne soient pas véritablement respectés au Congo-Brazza. Et ce sera l'occasion d'échanger donc avec tous les trois. Donc, Marcus Kissa, étant donné que vous êtes effectivement le nouveau venu, je vais commencer par vous. Donc, vous laissez effectivement l'occasion de vous présenter. Vous remercier aussi d'être là avec nous pour échanger sur ces questions très difficiles. C'est vraiment des questions qui sont quand même assez délicates. Donc, présentez-vous très rapidement et puis on pourra effectivement échanger sur cette question. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour Charlène et bonjour aux autres panélistes. Je suis Marcus Kissa, coordonnateur du collectif Sassoufi. Le collectif Sassoufi est une organisation de la société civile congolaise qui milite pour l'avènement ou en tout cas le rétablissement de l'état de droit et de la démocratie au Congo-Brazzaville. On est actif depuis 2014, donc à la veille du changement de la Constitution, et on continue à essayer du mieux que nous puissions peser sur ces questions de droits humains, de démocratie au Congo-Brazzaville. Très bien, parfait. La première question que je voulais poser et d'emblée, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'on peut parler au Congo-Brazzaville à l'heure actuelle, 60 ans après les indépendances, malgré l'existence d'une constitution, malgré l'existence de plusieurs acteurs sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on peut parler? Quels sont les éléments qui permettent vraiment de mettre en avant le caractère inéquitable de cette compétition électorale? La question, nous-mêmes, nous la posons parce qu'on a l'impression de vivre dans un pays qui n'a pas pris le train du développement et de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons des acteurs politiques qui considèrent que la longévité au sein du pouvoir est une valeur intrinsèque à la République, à notre République à nous, et qu'il faille continuer à fonctionner comme si nous étions une forme de royauté où le pouvoir est transmis de façon presque génétique et conservé tant que le monarque n'est pas décédé ou, voilà, ou incapable de suivre comment dire, le fonctionnement le pouvoir qu'il exerce. Pourquoi inéquitable? Inéquitable parce qu'on a plusieurs éléments, mais je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission. On se retrouve aujourd'hui avec une classe politique, et je vais essayer de disséquer ça en plusieurs volets. Trois volets essentiellement, rapidement. On a le volet politique. Au sein de cette classe politique, on a des partis d'opposition qui sont totalement muselés. Pour la plupart, interdit de déplacement. On a par exemple, pour vous donner des exemples concrets, Paulin Makaya, dont on a retiré le passeport, qui ne peut plus se déplacer ni aller à l'étranger alors que d'autres le font, alors qu'en face, tous ceux qui soutiennent le pouvoir ou ceux qui sont de la majorité présidentielle ont carte blanche sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on a le volet de la société civile, une société civile qui est tout le temps et de tout temps, hein, surtout depuis le changement de la Constitution, qui est menacée, qui est intimidée par les forces de l'ordre, sur ordre bien sûr des autorités politiques, et qui est empêchée du coup de faire son rôle de lanceur d'alerte, de sensibilisateur en matière de droits de l'homme et des valeurs de la démocratie. Et enfin, en fin de peloton, on a ceux qui prennent le plus cher, hein, qui payent généralement le plus lourd tribut, c'est la population qui est prise en otage par cette classe politique qui, à la veille de chaque élection présidentielle, étant donné que ce sont les mêmes acteurs qui reviennent avec les mêmes stratégies et les mêmes effigies, sont presque traumatisés par cette, comment dire, cette forme d'attente, une attente presque connue, puisque les choses se répètent systématiquement à chaque élection, et à la veille des élections présidentielles surtout, il y a une forme de climat, une sorte de tension qui s'installe au sein des populations, ne sachant pas à quelle sauce elles seront mangées. Tout à fait. Et justement, vous insistez beaucoup sur le fait que c'est très répétitif. On a l'impression à chaque fois vraiment de revivre le même scénario.
En effet. Comment expliquer justement cette incapacité de peut-être la société congolaise dans son ensemble, cette incapacité justement à faire évoluer les choses, à éviter ce cycle infernal? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Nous, au sein du collectif Sassoufia, on l'explique par la violence du pouvoir. On sait que selon les différents théoriciens, hein, le pouvoir a la légitimité de la force, hein, de la violence, mais au Congo, elle est exacerbée, elle est à outrance. Et on franchit très vite le seuil de la barbarie. Et ça crée justement des peurs, des tensions, un trauma qui s'est installé depuis justement la guerre de 97, qui est encore présent au sein des acteurs politiques actuels qui ont connu cette période-là et qui ont tendance à renfreiner les élans des plus jeunes ou en tout cas de ceux qui ont tendance à oublier ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Nous, on a sorti un rapport récemment. Le collectif Sassoufia a sorti un rapport dans lequel il détaille de façon assez, assez concrète le mode de gouvernance du pouvoir actuel. Il se dissèque en trois parties. Il y a une sorte de triptyque qui est mise en place pour faire en sorte que les volontés soient étouffées dans l'œuf. C'est-à-dire qu'on commence par une forme d'intimidation, que ce soit au travers des médias, au travers d'une force policière exubérante. Ensuite, on a de la répression lorsqu'on est face à des acteurs de la société, tout simplement, pas forcément de la société civile, mais de la société qui souhaitent exprimer leurs droits ou faire valoir leurs droits. Il y a une outrance de la violence qui s'exerce pour montrer justement au reste de la population que si vous en venez à revendiquer vos droits comme ce monsieur ou cette dame l'a fait, voilà ce qui vous en coûtera. Et ensuite, on a une forme de corruption qui n'est même plus cachée, hein, elle est totalement visible, où on a des gens qui se baladent avec des mallettes pleines d'argent pour distribuer de l'argent à gauche, à droite et recruter un maximum de personnes. Et dans ce climat, il est assez difficile, même pour les plus courageux, d'essayer de s'exprimer parce qu'on sait que ces personnes ont derrière eux des familles qui subissent certaines pressions. Ils sont au cœur d'une société qui, justement, cette peur empêche la mobilisation autour des initiatives qu'ils pourraient prendre. Et donc, ça crée justement cette quasi-incapacité des acteurs locaux, et je précise sur le terme locaux, à réellement s'exprimer. D'où cette volonté d'interpeller systématiquement la communauté internationale, parce que s'il y a qu'elle qui est capable, au travers de certaines pressions, de faire pression justement, excusez-moi de la redondance, faire pression sur le pouvoir pour être un peu plus tolérant envers cette population, ou en tout cas envers la société congolaise. Présidente Zila, comment contrer, selon vous, justement, ces actes d'intimidation? Au niveau local, j'entends, hein. Bien sûr, il y a le volet international, puisqu'on sait pertinemment qu'on a besoin effectivement d'une aide extérieure sur certains plans, peut-être aussi, par exemple, de renforcement de la société civile. Mais je veux dire, sur le plan interne, comment contrer ces actes d'intimidation au quotidien? Comment est-ce que, par exemple, vous, personnellement, vous faites parce que je suppose que vous êtes aussi la victime souvent de ces actes d'intimidation au quotidien. Comment est-ce que vous faites, vous, quotidiennement, avec votre observatoire, pour, entre guillemets, je veux dire, hein, passer au travers un peu de ces actes d'intimidation et continuer malgré tout à mener le combat sur le terrain? Merci beaucoup, Charlène. Vous savez, dans toute société qui se veut moderne, la meilleure façon de combattre les violences, les injustices, c'est faire application de la loi. Donc, la loi est pour nous, Organisation de défense des droits de l'homme, un outil à utiliser. Et c'est ce que nous essayons de faire, mais avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, parce que la justice qui devrait être le rempart pour les faibles est instrumentalisée.
Oui. C'est une justice aux ordres et le pouvoir en place n'a aucun intérêt à militer pour combattre l'impunité parce qu'en fait de compte, la force publique était un instrument à sa guise. Vous savez très bien que comment est-ce que le président Sassou est revenu au pouvoir, c'est par les armes. Et donc c'est par la violence qu'il est revenu au pouvoir, c'est par la violence qu'il s'impose. Et il a réussi à prendre le contrôle de tous les services publics, y compris la justice. Mais c'est toute la difficulté que nous avons sur le terrain pour faire émerger la situation des droits de l'homme, mais il arrive lorsqu'on essaie de pousser le bouchon plus loin, on parvient à résoudre quelques situations. Il y a un travail de pédagogie, un travail d'interpellation, d'approche des autorités pour leur faire comprendre la responsabilité que chacun a pour faire en telle sorte que les Congolais ne se sentent pas étrangers chez eux. Un travail d'approche et de rappel que le Congo a eu à prendre des engagements en matière des droits humains et que le pays est tenu de respecter ses engagements pris en matière des droits humains. Donc, certains essaient de comprendre, mais d'autres ne veulent rien savoir, si bien que les résistances sont encore très fortes. Oui. Pour donner à la loi l'autorité qu'elle mérite. Donc, nous avons une gouvernance qui fragilise la loi, qui fragilise la Constitution, qui fragilise les libertés, dont le seul but de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc, mais est-il que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, donc le gouvernement, oui. Qui est censé faire émerger la cause des droits humains, qui est censé mettre fin à la violence ou tout au moins la combattre, ne fournit aucun effort parce qu'en fin de compte, c'est comme si on demandait au gouvernement de se faire mal soi-même, parce que c'est ce gouvernement qui tire profit de cette violence. Et, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'organisation qui milite pour la cause des droits humains, on essaie d'utiliser tous les leviers possibles pour faire entendre raison, et avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Certains essaient de comprendre, d'autres pas encore, parce que le logiciel, pour certains, c'est le logiciel du monopartisme, le pouvoir au bout du fusil, le pouvoir, il faut le conserver. C'est des gens qui sont enrichis illicitement, qui ont commis énormément des crimes de sang, des crimes financiers, et ont peur qu'un jour, si le pouvoir venait à leur échapper, ils vont rendre compte devant la justice. Si bien qu'il faut se maintenir au moyen de la violence. Mais, on essaie d'utiliser les moyens légaux pour essayer de combattre ces violences, ces injustices. Oui. Voilà le travail qu'on fait. Quelques succès qu'on peut exhiber, mais beaucoup reste à faire parce que nous sommes dans un état où, sur le texte, il y a une réelle volonté pour mettre fin à la violence. Il y a une réelle volonté pour faire de ce pays un état de droit. Oui. Le fossé est grand entre le texte et l'application parce que ceux qui doivent appliquer n'ont aucun intérêt de le faire. Effectivement.
Donc, c'est bien d'avoir rappelé effectivement que la règle de droit ou le droit hein, de manière générale est du côté des faibles et surtout là pour encadrer l'exercice du pouvoir, hein, puisque c'est bien ça son rôle. On a aussi l'importance de bien séparer les différents pouvoirs. Mais bien entendu, ça, on constate dans certains pays que c'est simplement théorique. Hein, on le constate bien évidemment. Et d'autant plus que cette séparation des pouvoirs pourrait justement permettre à ces élections, à la vie de manière générale en société, de bien se dérouler. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain, puisque ça va à l'encontre effectivement des intérêts du pouvoir en place, comme vous l'avez bien expliqué. Brice Makosso, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous vois pas, hein, c'est pour ça que... Ah, oui, je vous entends. Très bien. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui, oui, ça ira un jour. Je vais poser une question qui fâche un peu, bon, une question aussi que je me suis toujours posée. Hein. Est-ce qu'il faudrait au Congo finalement abandonner la République et finalement imposer ou plutôt en venir à installer une royauté? Est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution? Ah bon, mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Nous, à tournant la page, la croyance, c'est l'alternance pour le moteur du développement. La royauté, il y a évidemment ceux qui sont partisans de cette forme de gouvernance. Mais pour nous, au niveau de notre pays, nous pensons que la meilleure gouvernance est celle de la démocratie et celle de l'alternance pacifique au pouvoir. Il n'y a que cette gouvernance qui peut créer la redevabilité pour permettre au gouvernement de mieux gérer les ressources communes, pour permettre au gouvernement d'être redevable, de rendre des comptes sur la gestion. Donc, il n'y a que, évidemment, cette forme de gouvernance qui pourrait être la mieux adaptée pour nous. Vous me direz certainement que la royauté, sous d'autres cieux, ça marche, mais nous n'avions pas la même culture. Aujourd'hui, le Congo a eu un passé, évidemment, il y a eu des chefferies, hein, des royautés chez nous. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée des États modernes, nous sommes une république moderne. Et c'est dans cette dynamique qu'il faudrait construire cette république. On a eu un passé de communisme. Nous devrons avancer, évidemment, vers ce multipartisme, cette démocratie qui, à notre avis, est la meilleure forme de gouvernance qui convient pour la République du Congo. Ok, je vais poser la question différemment. Est-ce que finalement c'est la personne du président qui s'est représentée à plusieurs reprises qui gêne ou est-ce que c'est la question de sa gouvernance? Parce que si par exemple on était dans l'hypothèse d'un président qui se représente à souhait mais qui derrière a des résultats probants, est-ce que la situation serait différente ou pas du tout? Ça aussi, c'est une question que je me pose souvent et que je pose ouvertement parce qu'on sait par exemple que dans un pays comme le Rwanda, c'est une question qui a été posée, ou dans d'autres pays d'ailleurs, hein, le président en place ne fait pas forcément l'unanimité parce que de toute façon, il y a toujours des forces politiques contraires. C'est un peu le but aussi dans un état de droit, de faire émerger des forces et d'autres et de prôner l'alternance. Mais justement, dans le cas du Congo, puisqu'on parle du Congo, est-ce que si la gouvernance du président Sassou avait fait émerger effectivement une société développée, une société socialement développée, une société où effectivement il y avait des richesses qui étaient partagées, est-ce que la question de sa représentation poserait toujours problème ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est naïve, hein, mais bon, je pose quand même la question pour savoir finalement, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de penser par rapport à ça? Ma conviction est qu'il ne peut pas y avoir une bonne gouvernance économique tant que la gouvernance politique est médiocre. Ce n'est pas possible. Les deux vont ensemble. S'il y a une bonne gouvernance économique, c'est que la gouvernance politique, elle est très bonne. Vous allez me prendre effectivement le cas du Rwanda, que vous venez de citer en exemple. Moi, je n'aimerais pas citer le cas du Rwanda, puisque le Rwanda est en train de se développer sur le pillage des ressources naturelles de la RDC. Ça, tout le monde le sait. Malheureusement, c'est le côté obscur qu'on cache, parce que ça gêne jusqu'à
au niveau des grandes puissances. Mais oui. dans le cas du Rwanda, évidemment, la gouvernance politique, elle est très médiocre. Le président Kagame assassine ses opposants, même jusqu'à l'étranger. Et entre-temps, le développement du Rwanda se fait sur le dos des milliers de morts de Congolais et un pillage systématique des ressources de la République démocratique du Congo. Donc, je ne pense pas que ce soit le bon exemple, quoique aujourd'hui, tout le monde est tenté de prendre le Rwanda comme étant le modèle pour l'Afrique. Mais écoutez, de liberté, elle est commune au genre humain, à toutes les hommes sur la Terre. Donc, pour revenir à la question, les deux vont ensemble. Oui. Donc, il y a la gouvernance politique qui est bonne, la gouvernance économique va de pair. Lorsque nous essayons de faire un peu l'historique de cette campagne tournant la page que nous avions lancée, j'ai travaillé, ou je travaille encore depuis pratiquement 2002 sur une campagne qu'on appelle Publier ce que vous payez, qui est la campagne pour la transparence dans la gestion des revenus pétroliers. Mais c'est en travaillant sur cette campagne, au début nous avions cru qu'il suffisait d'avoir des publications des revenus pétroliers, que tout allait marcher. Oui. C'est un peu naïf. Mais on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, les revenus pétroliers au Congo-Brazzaville sont connus. Je me demande même combien les Congolais sont intéressés à savoir combien nous gagnons par année en termes de revenus pétroliers ou quelle est la production journalière, qu'est-ce qu'on gagne par jour. Je ne sais pas trop combien de Congolais s'en préoccupent. Aujourd'hui, les revenus sont connus, le budget est transparent. L'argent, les revenus pétroliers sont maintenant virés au trésor public parce que ça, avant, les gens ne le savaient pas, que de 69 à 2003, les revenus publics n'étaient pas virés au trésor public. Ça se fait maintenant. On se rend bien compte qu'il y a un problème. Le développement ne suit pas. Ça n'arrive pas dans les assiettes des Congolais. Et c'est pour cela que nous nous sommes bel et bien rendus compte, et ce n'est pas le cas seulement du Congo-Brazzaville. Nous avions été nombreux au sein de cette campagne publiée, ce que vous payez, nos collègues du Gabon, Marc Ona Osangi, nos collègues du Cameroun, à dire à cette campagne publiée, ce que vous payez, il faudrait associer le volet politique. Oui. Tant qu'il y aura des au pouvoir, tant qu'il y aura des régimes autoritaires, il n'y aura pas de bonne gouvernance économique pour l'Afrique. C'est comme ça. Les Français me diront que Napoléon a pu faire des choses. Et ça, c'est le cas de Napoléon. Mais pour nous, les Congolais, nous pensons qu'il faudrait que ça suive, que la gouvernance politique d'abord, et puis la gouvernance économique suivra. D'accord. Sur un plan strictement technique, à moins que l'un de vous, Marcus ou Trésor, vous vouliez peut-être réagir sur cette question, donner votre avis sur la question par rapport à ce dont on parlait juste avant. Est-ce que vous avez peut-être un avis dessus, sur la personne de Sassou, sur la gouvernance à proprement parler, sur la royauté aussi peut-être? Trésor, vas-y. Merci beaucoup, Marcus. Je pense que le problème du Congo, nous n'allons pas le personnaliser sur la personne de Denis Sassou Nguesso. S'il faisait bien, est-ce que ça générait à ce qu'il reste longtemps au pouvoir? Je ne pense pas. Nous avons, dans un état de droit, le fonctionnement des institutions est régi par la Constitution. Et si la Constitution prône pour l'alternance, on ne dirait pas parce qu'il a construit des châteaux, parce que le Congo est devenu, entre guillemets, une petite Suisse, alors M. Sassou doit mourir au pouvoir. Non. Il appartient au peuple congolais de décider du modèle de gestion du pays. Il n'appartient pas à un président sous prétexte de réaliser des grands chantiers, de s'éterniser au pouvoir. Donc, si nous étions dans un état où il y avait de la transparence, si nous étions dans un état où l'administration était neutre, n'était pas partisane, et que les conditions de faire participer les citoyens de façon équitable, de façon transparente étaient réunies, la question devait être posée au peuple congolais. Mais dans le contexte actuel, on peut déjà, il y a un sentiment d'indignation, de
de révolte, de continuer de voir le président Sassou pratiquement de façon interrompue entre 79 et aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a transformé le Congo, bien au contraire, sa gestion a détruit le pays. Les Congolais lui ont tout donné et il a tout volé aux Congolais. Donc, royauté, pas royauté, je pense que le problème ne se poserait pas en ce sens. Il appartient au peuple de décider du choix de la gouvernance. Mais en 90, il y a eu un vent de démocratie un peu en Afrique et particulièrement au Congo. Et on s'est rendu compte, c'était une prise de température. On s'est rendu compte que les Congolais aspiraient à plus de liberté, aspiraient à la justice sociale, aspiraient à la bonne gouvernance. C'est ce qui nous a conduit aux premières élections démocratiques dans l'histoire du pays en 92. Mais très vite, cette expérience a été stoppée par un coup d'État militaire et ce qui nous a ramené un peu en arrière. Donc, si le président Sassou était l'homme qui aurait fait des réalisations intéressantes pour le développement du pays, ce n'est pas un critère pour s'éterniser au pouvoir. Il y a une constitution qui est là, il faut la respecter. Donc, c'est la constitution de déterminer le mode de gouvernance. Et nous avons fait le choix du multipartisme, de la limitation du nombre de mandats pour qu'il y ait l'alternance, la possibilité de donner l'occasion à d'autres citoyens qui peuvent avoir des nouvelles ambitions, une énergie nouvelle, forte pour faire avancer le pays. Et nous en avons besoin parce que l'usure du pouvoir a aussi des conséquences. Comment faire pour faire respecter la Constitution? Puisque, effectivement, comme on disait précédemment, on a un schéma qui se répète, on a un texte qui est là, un texte de loi, le premier texte en plus de l'état de droit qui est celui de la République du Congo, mais qui n'arrive pas à se faire respecter. Comment est-ce qu'on arrive justement, avec le temps, à faire respecter ce texte-là? Comment on fait pour le faire respecter? La responsabilité incombe aux populations congolaises, la responsabilité incombe à l'élite congolaise, la responsabilité incombe à toutes les composantes de la société. Parce qu'en face de nous, c'était un pouvoir qui a une doctrine qui est connue, la violence, la conservation du pouvoir. Et il faut bien que les autres composantes de la société puissent faire bloc pour faire pression aux autorités pour avancer. Vous avez suivi récemment la sortie très fracassante des évêques qui a suscité des vives réactions de la part du pouvoir. Mais si les autres composantes de la société pouvaient faire bloc et exercer une forte pression sur le pouvoir en place, je pense que nous pouvons améliorer les choses. Souvenez-vous qu'en 80, avant la conférence nationale, c'était le parti unique. C'est le parti qui dirigeait l'État, mais le fait que d'autres composantes de la société se sont levées et ont exercé une forte pression, ça aboutit au multipartisme. Donc, c'est possible, mais il faut que les Congolais doivent prendre conscience. La société civile, l'Église dans sa globalité, les acteurs politiques, le secteur privé, tous ces corps de la société doivent se réunir pour définir un schéma clair de libération du pays. Ce n'est que de cette façon qu'on peut parvenir à changer le cycle des violences. Sinon, de manière séparée, mais en face de nous, il y a une répression aveugle. Comme on dit, l'union fait la force, mais quand vous voulez mener des actions de façon isolée, mais vous aurez en face de vous une machine qui écrase tout. Donc, pour éviter de vous faire écraser, mais il
faut se constituer en bloc et être une force de proposition dans une situation de rapport de force, je dirais, un peu équitable. Déséquilibré. Voilà. Oui. Marcus, vous avez peut-être un avis sur cette question-là? Comment on fait pour faire respecter la Constitution? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Comment on fait? Ce qu'il faut déjà remettre dans leur contexte, dans le contexte actuel, c'est que la dernière Constitution a été écrite de façon unilatérale par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont revenus au pouvoir par les armes en 97. Oui. Donc, cette Constitution est façonnée pour faire en sorte que qu'ils tiennent de bout en bout l'ensemble de la loi fondamentale sans pour autant qu'elle n'ait un impact sur eux-mêmes. Je vous donne l'exemple, même vous parliez de est-ce que le problème du Congo, ce n'est pas la personne même de M. Sassou, et là je ne serais pas d'accord avec mon ami Trésor Ndila. Je pense que le problème, c'est la personne même de M. Sassou, parce qu'aujourd'hui, le système s'est personnifié en lui. C'est-à-dire que ses partisans, les membres du PCT et autres, l'ont presque élevé au rang de Dieu, ils l'ont déifié au point où personne, on a vu des slogans circuler encore il y a quelques semaines, DSN ou rien. DSN, c'est bien l'abréviation de Denis Sassou Nguesso. Et ça vient de la majorité présidentielle. Et dès qu'on parle de transmission de pouvoir, de former des gens qui sortent même du PCT, là, on voit rejaillir des tensions, des clans qui se créent et qui se font la guerre. Donc, le seul aujourd'hui à être à même de canaliser les énergies au sein de ces structures-là, au sein de ces tendances, c'est ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il a su, depuis son arrivée au pouvoir, par la violence, par le crime, Trésor l'a très bien signifié tout à l'heure, par la répression, faire comprendre à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la société civile et à l'ensemble de la classe politique que c'est lui qui mène la barque et personne d'autre. Et à ce titre, il est assez difficile de dissocier le système Sassou à Sassou lui-même. Maintenant, comment faire en sorte de faire respecter la Constitution? Mais il suffit de regarder, je pense que lorsqu'on a échangé, je vous ai parlé d'un article, l'article 96, qui précise que le président ne peut être poursuivi pour les crimes et délits commis pendant son mandat. C'est presque... c'est loufoque, c'est risible d'entendre, de constater que dans une loi fondamentale, même si on sait que la majorité des constitutions protègent les présidents qui sont en mandat, mais dit comme ça, parler directement de crimes et délits, c'est pousser la personne à se dire qu'elle est au-dessus des lois et donc elle est en droit de faire ce qu'elle veut vu que la Constitution le lui permet. Donc, faire en sorte de faire respecter la Constitution, oui, mais cette Constitution, elle a des tares, et c'est ces tares-là, c'est ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont quasiment intouchables. Très bien. Je voulais juste poser vraiment une question quand même sur le plan technique très rapidement avant de passer à la seconde partie, parce que c'est quand même ça qui nous occupe. On est vraiment autour de la question des élections inéquitables. Et concrètement, et je voulais poser la question à Brice pour le coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place sur le plan effectivement du système électoral? Quelles sont les clés d'amélioration à apporter sur cette question du système électoral congolais? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Tout est à refaire. Hein, tout est à refaire. Ah oui, c'est clair. Il faudrait commencer à avoir un fichier électoral crédible. Je crois que le fichier des élections de 1992 a été mis à la poubelle. On a fait un autre fichier en 2002. Ce fichier n'a jamais été révisé. Donc, entendu les autorités dire, lorsqu'on dit qu'il y a des morts dans le fichier actuel, on dit que le pays n'a pas eu d'hécatombe. Oui, il y a quand même des morts depuis 2002 jusqu'à nos jours. Ça fait quand même beaucoup. Lorsque ces personnes sont encore, les noms de ces personnes figurent encore sur les listes électorales, nous savons comment ça se passe. À la fin du scrutin, partout, là où il y a des vides,
on remplit ces vides et on bourre les urnes en faveur d'un candidat. Donc, c'est d'ailleurs que nous appelons tous les Congolais à aller voter pour ne pas laisser des vides sur les listes électorales parce que ces vides vont aider le bourrage des urnes. Donc, c'est un fichier à refaire. Ce qu'il y a à faire au début, c'est faire un recensement de la population en âge de voter. Faire un recensement de la population électorale. Mais ça ne se fait pas en 2 semaines, hein, comme on venait de le faire là. Ça doit se faire dès le premier jour du mandat. C'est-à-dire que le qui devrait être élu, l'opposition politique qui décide de faire de l'opposition, dès le premier jour du mandat, devrait commencer à poser le problème du fichier électoral. Ensuite, il faut passer à un fichier électoral biométrique. Le fichier électoral biométrique, il a l'avantage de régler également le problème de la criminalité que nous avons dans ce pays, parce que il ne peut pas servir uniquement pour les élections, mais il peut servir également à identifier les criminels, à identifier les gens en cas d'accident, bref, à faire plusieurs choses. Donc, il faut ce fichier électoral biométrique. Il nous faut un fichier, les cartes nationales d'identité. Une fois que le fichier biométrique est mis en place, tous les Congolais devraient avoir une carte nationale d'identité. Ça aussi, c'est l'objet d'une campagne que nous sommes en train de mener, parce que nous voyons très bien que pendant les élections, il suffit de venir avec votre acte de naissance et 2 témoins que vous avez ramassés dans le quartier. On peut vous voter avec votre acte de naissance et 2 personnes qui certifient que oui, vous êtes bien, M. Makosso, vous allez voter. Donc tout ça, on devrait mettre fin à ça pour permettre évidemment à régler le problème de la transparence dans le fichier. Alors, on avait déjà des difficultés énormes. On vient d'ajouter la difficulté du vote des militaires qui vont voter le 17 mars. Ça, c'est une autre catastrophe qu'on vient d'ajouter, parce que déjà, en temps normal, nous ne savons pas combien de militaires nous avons dans le pays. Et si le passe dans les casernes, ça veut dire que vont voter les militaires, les neveux des militaires, les épouses des militaires. Personne n'ira surveiller qui, effectivement, sera en train de voter le 17 mars. Donc voilà, il faut un recensement de la population électorale en âge de voter et créer ce fichier biométrique qui pourra aider évidemment à la maîtrise du corps électoral. Ok, donc on a vraiment un grand travail à faire, en tout cas d'un point de vue technique déjà, et puis après aussi d'un point de vue de la participation, mais ça on pourra effectivement en reparler plus longuement lors des échanges parce qu'il y a pas mal de questions. Donc on va passer à la seconde partie. Je ne sais pas s'il y a un extrait à... Donc là, je m'adresse à l'équipe technique. Peut-être qu'il y a un extrait. Parfait. OK. Donc voilà, on passe à la seconde partie et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. Et le système qui on veut à ma vie aujourd'hui, c'est le système Sassou. Le système Sassou. On a beau dire ce sont ses acolytes qui sont autour de lui, ce sont les collaborateurs, parfois le zèle de ses collaborateurs, ou bien de ceux qu'on nomme par-ci, par-là. Non, vous racontez. C'est un système. Et le système s'appelle le système Sassou Nguesso. C'est un système où il faut dire bravo monsieur, tout ce qu'on fait c'est bon, 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 à ce moment vous êtes libre. Mais dès lors que vous ressortez quelque chose qui gratine un peu le gouvernement ou ce système, vous avez des problèmes. Si tu veux vivre très bien au Congo, fais le journalisme à la Pravda, donc à la soviétique ou à la cubaine ou à la Corée du Nord. Dis comment Denis Sassou Nguesso c'est l'homme le plus beau, sa famille est bien, que avant lui le Congo n'existait pas. C'est lui qui a créé le Congo. Et Lee Smith qui était même qui a même dirigé la station, la télévision du grand frère du président, aujourd'hui se retrouve aux États-Unis. Il y a bien d'autres que mon frère Guy Fortuné, qui aujourd'hui croupit dans la prison pour un rien, et croupit dans la prison, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure, pour avoir fait quoi? Juste rapporter un discours d'un opposant.
Alors, on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant hein, parce qu'on n'a qu'une seule heure, on a 1 heure et demie et puis un petit temps d'échange. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, la première question est la suivante et d'ailleurs, elle s'adresse à Trésor. Alors, la personne qui pose la question aimerait savoir quelles sont les conditions de détention de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi, hein, qui ont été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure. Quelles sont donc les conditions de leur détention, enfin de leur emprisonnement, tout simplement? Comment ça se passe pour eux? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Alors, il faut dire que de façon générale, les conditions de détention en République du Congo sont extrêmement difficiles parce que c'est une prison qui date ce sont des prisons qui datent de l'époque coloniale et la prison de Brazzaville, y compris la prison de Brazzaville. Elle n'a pas évolué, c'est la même architecture et elle reçoit aujourd'hui une population très largement supérieure à sa capacité d'accueil. Donc, c'est pour dire que André Okombi Salissa, qui est aujourd'hui à la maison d'arrêt, il s'y trouve dans les mêmes conditions que les autres prisonniers. Maintenant, quant au général Jean-Marie Michel Mokoko, depuis qu'il est rentré de la Turquie, il se trouve encore à l'hôpital militaire. Donc, ça fait, je crois qu'il est rentré au mois de septembre, je crois, Oui. août-septembre 2020. Et depuis lors, il est à l'hôpital militaire. Voilà la situation carcérale de ces deux personnalités qui ont été condamnées à 20 ans de prison. On a une très bonne question effectivement aussi comment dire, qui est posée, et c'est la question aussi que je voulais poser d'ailleurs. Les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la situation des avocats sur place au Congo face justement à cette situation déséquilibrée au niveau des droits? Que ce soit le général Jean-Marie Michel Mokoko ou le député André Okombi Salissa, les deux ont un collectif des avocats composé des avocats congolais, y compris étrangers et même européens. Donc, ils ont mené plusieurs actions jusqu'à amener le problème au niveau des Nations Unies. Ils ont pu obtenir des avis favorables des Nations Unies pour demander la libération immédiate de ces deux personnalités pour la simple raison que leur détention est arbitraire et que la procédure ayant conduit à leur incarcération n'a pas été juste et équitable. Oui. Donc, et les avocats continuent à multiplier des actions, des plaidoyers à l'endroit des autorités, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, mais ils sont butés parce que pour le régime en place, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa sont, des prisonniers de droit commun. Donc, le gouvernement refuse de reconnaître à ces deux personnalités le statut des prisonniers politiques. Bon, on comprend que c'est pour de la communication, pour essayer de soigner l'image du pays qui est actuellement mal en point. Mais tous ceux qui observent la situation au Congo, toutes les institutions qui s'intéressent aux questions des droits de l'homme et la situation au Congo toutes ces institutions sont aujourd'hui conscientes
que Jean-Marie Michel Moukoko et Okombi Salissa sont des prisonniers politiques et il y a même la diplomatie qui est entrée en jeu pour faire entendre raison au régime Sassou, mais qui continue à faire la sourde oreille parce que voir ces deux personnalités jouir de leur liberté, c'est quand même dangereux, c'est très dangereux pour eux. Donc les avocats essaient de faire, c'est qu'ils, dans la limite de leurs moyens, essaient de faire entendre raison aux autorités, mais qui ne veulent rien savoir. Donc voilà la situation actuelle pour ces deux personnalités. Okay, très bien. Alors, on a une question pour Brice cette fois-ci. Alors, la question est la suivante. Les évêques ont exprimé de sérieuses réserves quant au processus électoral en cours. Donc, justement, Trésor l'a évoqué tout à l'heure. La déclaration du 2 février a-t-elle eu un impact? A-t-elle eu des suites? Et si oui, concrètement, que proposent les évêques pour que la situation s'améliore? Concrètement, les évêques ont demandé qu'il y ait l'ouverture d'un dialogue politique dans le pays. Il n'y a que le dialogue politique qui pourra déterminer l'avenir de la nation congolaise. Les élections qui vont être organisées, les évêques l'ont dit, il y a des sérieuses réserves que ces élections soient des élections libres et transparentes. Je ne suis pas autorisé à en parler, mais l'Église est engagée évidemment à construire la paix, à construire une nation congolaise libre et démocratique. Donc, certainement que dans le fait que l'Église ait des institutions spécialisées, celle par exemple dans laquelle je travaille, qui fait la promotion de la démocratie, la promotion de la bonne gouvernance, c'est qu'il y a un programme à long terme et à moyen terme pour essayer de faire avancer la cause de la démocratie. Est-ce qu'il pourrait justement avoir une alliance dans ce sens-là, c'est-à-dire au niveau du dialogue, parce qu'il y a bien un Conseil national du dialogue au Congo? C'est une institution qui existe. Est-ce que c'est une institution qui a vocation à pouvoir intervenir ou vraiment c'est une institution comme les autres qui est complètement effacée? Alors, les évêques ont regretté dans leur message de février le fait que l'institution qui est chargée du dialogue a été écartée au profit de la concertation de Madingo. Ce n'est pas seulement là en 2021 que les évêques ont appelé au dialogue, ils ont formulé cette demande dans leur message de mai de l'Ascension 2018. Dans ce message, les évêques aussi appelaient au dialogue pour discuter du modèle institutionnel, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la constitution qui nous régit n'est pas une constitution adoptée par le peuple congolais, n'est pas une constitution approuvée évidemment par le souverain primaire. Le modèle institutionnel non plus n'a pas été approuvé par les Congolais. Marcus Kissa disait parlait tout à l'heure de l'article 96 qui institue l'impunité pour le chef de l'État. Autant la Constitution, on accepte qu'il soit poursuivi lorsqu'il est mis en accusation, lorsqu'il est en fonction, et qu'une fois qu'il quitte ses fonctions, il ne peut plus être poursuivi. On a multiplié des institutions dans cette Constitution, le Conseil national du dialogue dont on parle, le Conseil de la jeunesse, des femmes, des sages. Bon, voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais est-ce que dans notre pays, on a besoin de toutes ces institutions? Est-ce que pour une population de 5 millions d'habitants environ, nous avons besoin d'un Sénat? Est-ce que nous avions besoin de 130 députés à l'Assemblée nationale, notamment au moment où le pays est en crise? Est-ce que nous avons besoin, évidemment, de toutes les institutions que nous avons dans notre pays pour pouvoir réguler la vie démocratique? Il va falloir que les Congolais s'asseyent. Est-ce qu'on a besoin d'un mandat de 3 ans, c'est-à-dire 15 ans pour un chef d'État? Il va falloir qu'on discute de toutes ces questions. On pourrait aller plus loin parce qu'il y a des vrais problèmes dans ce pays. Avoir une constitution, ce n'est pas suffisant. Je prends le cas de la force armée. Je prends le cas de la garde républicaine, celle qui est chargée de garder, de veiller sur la sécurité du chef de l'État. Mais cette institution, cette garde républicaine, elle est composée majoritairement des personnes venant d'une même région. Et le jour où nous avons à changer de président, est-ce que ces personnes vont obéir à l'autorité civile qui pourra être élue? On a eu un précédent avec le président Souba, qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'armée n'a pas obéi.
Bon, aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons dire que le président Lissouba n'aurait pas dû tout de suite tenter de renverser la tendance au sein de l'armée, c'est tout ça qui a créé des problèmes. Mais aujourd'hui, on a des vrais problèmes avec nos institutions, on a des vrais problèmes avec la justice. Il est inconcevable de voir qu'un président de la Cour suprême soit en même temps le président d'une commission électorale indépendante. Mais c'est ahurissant de voir ça. Bref, on a des vrais problèmes dans notre pays. Comment dans un pays de l'argent gardé, donc toute une littérature budgétaire qui a été faussée depuis 2016, nous étions en train d'économiser 4 000 milliards de francs CFA par année. Depuis 2006, 4 000 milliards de francs CFA. Depuis 2006, nous avons ouvert un compte avec Sinobank de Chine dans lequel nous étions en train de mettre 1 000 milliards de francs CFA chaque année. Et que maintenant, on se retrouve avec une dette vis-à-vis de la Chine. Mais où sont passés les 1 000 milliards que nous déposons avec Sinobank depuis 2006? Alors, il y a des vrais problèmes. Tout ça, on est sur le sol de l'impunité. Comment faire, comment régler toutes ces questions? Ce n'est pas une élection qui viendra régler les problèmes de l'armée, les problèmes de la dilapidation des fonds publics, les problèmes des institutions, de la magistrature, ainsi de suite. Il faudrait que les Congolais s'asseyent autour d'un dialogue pour bâtir le modèle institutionnel pour l'avenir de notre pays. Et il n'y a que cette solution qui est envisageable pour le pays. Les élections ne vont rien régler malheureusement. Oui, exactement. Surtout que c'est sur un temps court et que ce n'est pas en un temps court, effectivement, qu'on peut régler toutes ces questions. Alors, troisième question, du coup, donc là, pour Marcus, je vais la lire, hein, parce que quand même, il faut retranscrire. Si Denis Sassou Nguesso venait à être exclu du pouvoir, est-ce qu'il y aurait une confusion qui permettrait l'émergence d'une réelle démocratie ou est-ce que le PCT imposerait une nouvelle personne et la situation des droits humains ne changerait donc pas réellement? Concrètement, même s'il part, est-ce qu'ils ne vont pas assurer justement la pérennité du clan, en fait, hein, tout simplement, en remettant quelqu'un qui... c'est aussi une question en plus qui se pose au Gabon. Hein. Bon, on ne va pas dire pour le Gabon, mais voilà. Concrètement, pour cette question, est-ce que vous auriez des réponses? Concrètement, oui, c'est ce qu'ils vont faire. L'objectif pour eux, et c'est pour ça que généralement la majorité des Congolais dit que le problème du système Sassou, c'est pas Sassou, mais c'est son entourage. En fait, ce système s'appuie sur la faculté à graisser la patte de l'ensemble des personnes qui soutiennent le régime. Et ces personnes ont pour priorité personnelle leur intérêt personnel. Et cet intérêt passe par la pérennisation de leurs acquis et de leur situation. Pourquoi on voit aujourd'hui qu'au sein même de cette structure, hein, du PCT ou même des institutions, des personnes qui ont dépassé de 5, 10, 15, 20 ans l'âge de la retraite, mais qui continuent à s'accrocher à ce pouvoir? Parce qu'ils savent que les privilèges qui leur sont offerts émanent justement de la fidélité qu'ils ont à l'endroit et du parti et de la personne de M. Sassou. Et même si demain M. Sassou s'en va, leur intérêt sera de placer, de maintenir au pouvoir quelqu'un qui saura garantir leur statut et leurs privilèges. Je vous donne pour exemple, en 2017, si mes souvenirs sont bons, le fils même de Sassou Nguesso publie un livre, hein, un livre qu'il appelle, je crois, son projet ou le Congo que nous voulons, un truc comme ça, dans lequel il affirme qu'il fera en sorte de ne pas poursuivre ceux qui ont été condamnés ou ceux qui ont détourné de l'argent et que ceux-là garderont leurs privilèges. C'est écrit noir sur blanc. C'est pour dire que chaque personne qui souhaiterait avoir le soutien de cet appareil politique, parce que n'oublions pas, Sassou n'est pas immortel, tôt ou tard il partira, mais celui qui voudra avoir le soutien de cet appareil politique devra garantir à ces personnes-là cette possibilité de conserver leur statut et leurs privilèges. Et j'aimerais rebondir rapidement sur ce que Brice a dit concernant le président et c'est là où on voit que la Constitution, la loi fondamentale est malayée de sorte à faire en sorte que le pouvoir reste au sein même de cet appareil politique. Lorsqu'on émet
Et le président du FROCAD, FROCAD, c'est un groupement de partis qui représente l'opposition dite radicale, il a dit que c'est assez inconcevable que le président de la commission électorale soit en même temps président de la Cour suprême. Et lorsqu'on émet cet argument aux membres du PCT, la réponse qu'ils donnent, c'est que la Cour suprême n'a aucun impact sur les élections, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui valide ou invalide les résultats. Oui. Sauf que, et c'est là où on voit le vice et le côté machiavélique de ce système, sauf que la Cour suprême, les membres de la Cour suprême sont de fait membres du Haut Conseil à la magistrature. Et c'est ce Haut Conseil qui définit les carrières des magistrats. Donc, il est très facile pour eux de faire pression sur le Conseil constitutionnel pour obtenir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, M. Sassou peut partir. Et il va partir sûrement d'une manière ou d'une autre, naturellement ou politiquement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'appareil PCT fera en sorte de mettre en place quelqu'un pour que le PCT survive. N'oublions pas, ne nous disons pas, ne soyons pas naïfs au point de penser que eux aussi ils pensent que Sassou est immortel. Ils envisagent cette option et je pense qu'ils y travaillent. En effet, oui. Et concrètement, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la question se pose également au Gabon et je pense dans d'autres pays d'Afrique centrale parce que c'est vraiment une question qui est prégnante. Ils partent, ok, mais qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là aussi toute la question autour de l'opposition. Est-ce qu'on a une opposition suffisamment forte? Est-ce qu'on a des relais suffisamment forts pour être force de proposition pour pouvoir justement pallier ce changement ou du moins permettre ce changement? Et c'est vraiment des vraies questions. Quatrième question pour le coup. Alors, y a-t-il une personne, un groupe de personnes qui peuvent offrir une réelle... On était dans ça tout de suite, enfin, par rapport à ce que je disais. Est-ce qu'on a des groupes de personnes qui peuvent véritablement constituer une alternance? Est-ce que justement on a des personnes qui peuvent remplacer? Au Congo, par exemple, est-ce qu'il y a des forces de proposition qui peuvent constituer une réelle alternance? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que c'est, je pense que c'est le sens de la question. Pour qui? Dans l'ensemble, vous pouvez, peut-être Brice, si tu veux. Mais écoutez, nous, au sein de la campagne Tournons la page, nous avions donné un contenu à l'alternance. Il me semble que les Congolais, ou un peu peut-être partout en Afrique, nous sommes figés, nous personnalisons le problème. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui n'est pas, je n'ai pas envie d'être figé sur la personne du président Sassou. Nous devons nous entendre sur les principes et sur les institutions que nous voulons avoir. Je crois que c'est ça le vrai problème. Je vais vous prendre un exemple, le cas des revenus pétroliers. Le président Sassou, il était au pouvoir en 1981-82, il y a eu le boom pétrolier, on a fait des préfinancements pétroliers en masse, ça a fait tomber la dette. Le président Lissoba est arrivé, on a fait la même chose. Le président Sassou est revenu, il a fait la même chose. Il faudrait qu'on s'entende dans un pays que l'histoire de préfinancement pétrolier, ça fait plomber la dette, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait que dans ce pays, qu'on s'entende que la personne humaine est sacrée, les constitutions le disent, mais très concrètement, la personne humaine, c'est un chiffon. De la personne humaine, il faudrait que dans la culture des Congolais, qu'on arrive à dire la personne humaine est sacrée et que tout le monde respecte. Que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, la souveraineté populaire qui s'exerce par les élections, que tout le monde arrive à le respecter. Or, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir, tout le monde veut tricher les élections dès qu'il en a la possibilité. Tout le monde veut voler les revenus publics dès qu'il en a la possibilité. Tout le monde veut violer les droits humains dès qu'il en a la possibilité. Et ça, culturellement, nous avons à refaire cette mentalité au niveau de notre pays et peut-être l'Afrique pour pouvoir avancer. Et nous, au sein de la campagne Tournons la page, nous avons donné un contenu à l'alternance. Que dire des contrats pétroliers? Que dire des contrats avec les multinationales, ainsi de suite? Il y a des vrais problèmes de souveraineté lorsque nous regardons les contrats pétroliers. Est-ce qu'il est normal qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, qu'on exploite le pétrole chez nous et que nous n'avons que 27% des revenus pétroliers qui nous reviennent?
vrai problème de souveraineté. On a beau crier sur les plateaux de télévision que le Congo est souverain, mais moi je dis, ça c'est hors de question. Dans ce pays, les entreprises pétrolières, le pétrole congolais, il est vendu fort, donc tout le fric, il sort, il s'en va, il ne revient pas. Imaginez tout simplement qu'un seul instant que les revenus pétroliers, que ce soit la part de production des compagnies ou la part de production de l'État, si cet argent revenait dans le pays, écoutez, on aurait réglé un tas de problèmes. Pourquoi on ne peut pas arriver à régler définitivement cette question de la liberté des transferts de fonds? Donc, il y a des vrais problèmes sur lesquels les Congolais devraient réfléchir et non pas les problèmes de X ou de Y. Les hommes politiques congolais, ils ne sont pas fondamentalement différents, ils font les mêmes conneries. Donc, il y a vraiment une question, c'est vrai que ce qui revient, c'est la prospective. Hein. On a l'impression qu'il y a une absence de prospective, c'est-à-dire de penser vers le futur, de voir un peu plus loin, d'où aussi le fait de vraiment préciser que ce ne sont pas des élections à part entière qui vont faire la différence. C'est vraiment le fait d'avoir un projet global sur le long terme qui soit inclusif et qui permette justement de faire asseoir autour de la table les populations, les acteurs sociaux, les opposants, les chefs de clans, pourquoi pas, si ça existe effectivement aussi au Congo. Tout le monde doit être assis autour de la table pour pouvoir discuter justement de finalement concrètement quel est le plan qu'on veut mettre en place pour le Congo, nous en tant que Congolais, et comment est-ce qu'on voit l'avenir de notre pays tout simplement. Donc, c'est effectivement quelque chose que je partage. Trésor, oui. Merci beaucoup. Merci Charlène. Je pense que il y a suffisamment d'énergie au Congo. Il y a de l'énergie en l'état latent, il y a de l'énergie hors du pays. Les Congolais sont à l'extérieur, il y a des Congolais sur place ici. Et donc, le problème ne se poserait pas en termes d'inquiétude. Est-ce qu'il y a des forces de proposition? Est-ce qu'il y a des forces de changement? Et c'est l'argument que exhibe aujourd'hui le système en place pour vouloir montrer à la face du monde que nous sommes les seuls à pouvoir garantir la paix, à pouvoir garantir la stabilité. Après nous, ça sera la guerre, comme ils sont chantres de la paix. Non, le problème ne se poserait pas en ces termes. Il appartient au peuple congolais de choisir librement ses dirigeants. Mm-hmm. On ne va pas faire un procès d'intention ici. Il faut juste donner la possibilité aux Congolais de choisir librement leurs dirigeants. Et tout partira parce que ce que le régime en place n'a pas pu faire en 14 ans, en 33 ans de règne, il ne le fera pas en 5 ans de mandature. Ça, il ne faut pas rêver. Les Congolais ont besoin de l'alternance. Et il faut qu'il y ait de l'alternance pour qu'on se pose des bonnes questions. Parce que si nous prenons les bonnes questions et que nous mettons sur la table actuellement avec le régime actuel, ça ne va pas avancer puisque ce ne sont pas des propositions qui manquent. La société civile fait des propositions, les acteurs politiques font des propositions, l'Église fait des propositions, mais ça n'avance pas parce que ces propositions ne profitent pas au système actuel. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouvel espoir. Et il y a des Congolais capables qui peuvent réfléchir, qui peuvent proposer aux citoyens des projets innovateurs. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Il ne faut pas qu'on prenne les médias publics en otage pour éviter à ce que les Congolais qui ont des bonnes idées puissent s'exprimer. Il ne faut pas museler la société civile pour étouffer qu'il y ait des courants contraires. Il ne faut pas museler l'opposition pour éviter l'émergence des idées nouvelles. Donc, on va se projeter dans le futur, c'est une bonne chose, mais il y a des Congolais ici capables d'apporter un son nouveau, mais il faut juste créer des conditions pour que les uns les autres puissent s'exprimer. Et l'obstacle aujourd'hui, c'est le régime en place, c'est le système en place.
quand je disais que le problème n'est pas fondamentalement la personne du président Sassou, je sais que c'est lui qui fait le système, et il n'est pas seul, c'est un système. Et donc, ce système vit, ce système réfléchit, ce système est conscient que d'un moment à l'autre, notre Messi, notre Lionel Messi finira par prendre la retraite ou à quitter la scène politique. Donc, ils sont déjà dans une logique de succession. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Voilà pourquoi je disais que les forces en présence doivent s'unir, aller vers des bonnes propositions pour créer un rapport de force de nature à susciter vraiment de l'alternance. Et tant qu'il n'y aura pas alternance, tant qu'on aura le même système qui est habitué à dilapider les fonds publics, qui a tout verrouillé, en fait, nous n'allons pas émerger. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, hein, on sait bien. Et donc, on a une question en tout cas, pour ce pouvoir, il faut, pour ce système, il faut s'éterniser au pouvoir le plus longtemps possible à tous les prix. Vous avez suivi les petits extraits sur le changement de la Constitution. Est-ce qu'on avait besoin de réprimer sa propre population pour imposer une Constitution? Mais c'est parce que c'est un système qui est dans une logique de conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Exactement. Et à tout prix. Donc, on peut tuer sa population pour se maintenir au pouvoir. Et dans pareilles circonstances, ils n'ont aucun intérêt à avoir l'alternance arriver très vite. Mais c'est au peuple congolais, c'est à nous de travailler pour qu'on arrive à l'alternance. Il suffit de voir rien que la loi dont tu as évoqué Brice Makosso tout à l'heure, quand il parle du vote anticipé des militaires. Quel est l'intérêt? Moi, j'y vois trois intérêts pour le pouvoir. Le premier, c'est de pouvoir obtenir, un premier jet incontrôlé de la tendance électorale. C'est-à-dire qu'ils pourront brandir avant même l'élection le fait que, puisque, comme il a dit, hein, c'est un vote qui va se faire en caserne. N'oublions pas que la majorité des chefs militaires sont originaires soit de la famille présidentielle, soit du clan, soit de l'ethnie du président. Donc, il est facile pour eux d'imposer aux militaires avec les moyens de pression qu'ils connaissent, le choix du candidat voulu. Derrière, on a la possibilité de brandir déjà des chiffres avant même le résultat de l'élection en disant, vous voyez, notre candidat, il est premier dans quasiment toutes les casernes. Le deuxième point, c'est la possibilité de faire revoter ceux qui ont voté, mais aussi les parents de ceux qui ont voté, comme disait Brice Makosso. Et le troisième volet, c'est de laisser libre cours à la répression. Il sera plus facile d'avoir des militaires qui se seront déchargés de leur droit de vote, hein, de leur devoir, pardon, sur le terrain pour contraindre sur le terrain, justement, devant les bureaux de vote, le citoyen lambda à aller voter. Maintenant, concernant la prospective, Trésor le disait si bien, on est 5 millions d'habitants. On ne va pas nous faire croire que les 100 ou les 200 personnes qui contrôlent le pouvoir à bout de fusil sont les seuls capables de pondre des idées. Je rappelle quand même que le Congo, c'est à peine 5 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est même pas la population d'Abidjan. Abidjan, c'est 5 600 000. Le Congo est en deçà de cette population, mais avec des richesses qui sont 100 fois supérieures aux richesses, ou en tout cas au pouvoir, au budget de la mairie d'Abidjan. Et avec ça, on est incapable de le faire, de se projeter. Les Congolais ont la volonté de s'investir, mais ils sont confrontés à un mur politique qui considère que chaque initiative, qu'elle soit économique, sociale, sans rentrer dans le volet politique, hein, économique, social, sanitaire ou humanitaire, part d'un élan
politique, donc une arrière-pensée politique. C'est-à-dire que les personnes qui voudraient s'engager dans ces voies-là utilisent ces voies pour au final s'attirer les faveurs des populations pour demain revendiquer un statut politique. On ne peut pas continuer dans ce genre comment dire, dans ce genre de climat, hein, dans ce climat-là. Et le général Mokoko, lorsqu'il a présenté son projet, il l'avait bien dit. Il a dit oui, aujourd'hui, nous avons tous des idées. On a tous la possibilité de se dire que pour tel secteur, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Mais tant qu'on n'aura pas fait les états généraux, justement, de notre pays pour savoir réellement ce que nous devons, ce que nous avons, ce que nous sommes prêts à faire, ce que nous sommes capables à faire, quelles sont nos ressources humaines, matérielles, minières et autres, on sera incapable on sera juste dans l'illusion, dans l'utopie, puisqu'on n'aura pas la possibilité de proposer quelque chose qui soit en adéquation avec les réalités locales. Oui. Et concrètement, il y avait une question qui est quand même importante pour la diaspora. Est-ce que la diaspora congolaise peut voter? La Constitution permet à la diaspora de voter, sauf que le gouvernement ne met pas en place, enfin, la Constitution n'empêche pas la diaspora de voter. Mais c'est au gouvernement de mettre en place les moyens pour que cette population vote. La diaspora, aujourd'hui, elle est exactement comme le village de Pygmée du fin fond de la Sangha. S'il n'y a pas de bureau de vote qui est mis à leur disposition et une sorte de propagande, pas de propagande, mais de communication, de pédagogie pour faire en sorte que ces gens aillent voter, jamais ils n'iront voter. La diaspora, aujourd'hui, il est très simple à la faire voter. Les réseaux Internet fonctionnent hyper bien en Occident. Oui. On a la possibilité d'aller dans les ambassades pour s'inscrire et faire valoir un vote. C'est juste une question de volonté politique. Donc, ça n'a pas été mis en place. Je veux dire, sur les autres élections, la diaspora n'a pas eu la possibilité de voter. Donc, ça non, mais ils n'ont même pas intérêt, ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que la diaspora vote, puisque aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de pression sur la diaspora. Encore ceux qui sont sur place, on leur met devant l'urne un homme en armes, ils savent très bien qu'il faut qu'ils votent la personne qui correspond à la personne en armes. Mais sur la diaspora, quelle est la pression qui est possible d'avoir? Et sur la diaspora, si on permet à la diaspora de voter, on aura comment dire, une image assez réaliste de la volonté des populations, parce qu'il n'y a pas de pression particulière sur celle-là. Mais la diaspora congolaise fait partie de la population congolaise à part entière. On est d'accord. Comment c'est possible qu'elle ne puisse pas avoir la possibilité de voter à l'étranger? C'est curieux. C'est la volonté politique, c'est exactement comme disait Brice Makosso tout à l'heure, l'affaire comment dire, de la biométrie. Oui. C'est un débat qui remonte au dialogue de CBT, donc 2014. Aujourd'hui, on nous ressort ça comme une nouveauté du dernier dialogue de Madingu. Mais non, c'est juste les politiques qui n'ont pas la volonté d'aller vers une transparence électorale et on se retrouve verrouillé par ce système qui a mis en place justement les moyens permettant de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Okay. On va quand même prendre une dernière question vraiment rapidement et justement, Trésor, c'était une question pour toi. La question qui est posée, après tu pourras peut-être rebondir aussi sur la question qui a été posée précédemment, mais est-ce que les élections sont observées par des groupes de citoyens? Est-ce qu'on a des groupes citoyens comme ça qui peuvent participer à l'observation des élections? Et surtout, que fait ou que peut faire la société civile pendant le processus électoral? Donc voilà la dernière question qui est posée. Alors, pour revenir un peu en arrière sur la possibilité de la diaspora, les Congolais qui sont à l'étranger de voter, je voudrais quand même rappeler que nous avons tout un ministère, donc le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Exactement. Donc, en réalité, il y a déjà une base qui est posée pour faire en telle sorte que les Congolais de l'étranger, qui sont des citoyens congolais, soient en mesure d'exprimer
leur devoir civique. Oui. Le problème, c'est le manque de volonté politique parce que il est clair que cette diaspora échappe cette diaspora échappe au contrôle du pouvoir comme ils peuvent le faire sur place ici. Alors, est-ce qu'il y a des groupes qui vont observer les élections? Oui. Oh oui, par principe, c'est une possibilité. Et actuellement, Brice pourra bien dire un mot là-bas, peut-être, à la fin. La campagne Tournons la page et veut faire de l'observation électorale. D'accord. Maintenant, on espère que les accréditations vont être données parce que lors de la présidentielle de 2016, les accréditations, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Certaines organisations de la société civile ont pu obtenir des accréditations, d'autres non. Donc, si en 2021, mars 2021, si les organisations qui veulent bien observer, si elles peuvent avoir des accréditations, elles vont observer. Donc, à ce stade, je dirais qu'il y a de la volonté pour faire de l'observation. Maintenant, il faut attendre à ce qu'il y ait des autorisations officielles pour donner la possibilité à ces organisations d'observer. Mais c'est déjà qu'il y a des organisations qu'on dirait qui n'auront pas des difficultés, des formalités supplémentaires à fournir pour avoir des accréditations parce que ce sont des organisations accompagnatrices du pouvoir, donc elles vont avoir des autorisations. Mais on regrette simplement que les Nations Unies ne soient pas en mesure d'observer parce qu'elles n'ont pas reçu de demande officielle. Oui. L'Union européenne ne va pas observer parce qu'elle n'a pas reçu de la demande officielle. Donc, on s'attend à avoir peut-être l'Union africaine, peut-être la CAC ou la CEMAC, mais on connaît plus ou moins la logique de ces institutions sous-régionales. Donc, ça n'augure rien de bon. Oui. Si la société civile neutre peut avoir des accréditations, il y aura peut-être un travail sérieux qui sera fait à ce niveau-là. Ok. Alors, tout à fait, Trésor, pour rebondir. Très rapidement, Brice. Très rapidement, oui. Monseigneur Daniel Minzonzo, le président de la conférence des évêques, a écrit au ministère de l'Intérieur pour demander à ce que l'Église catholique observe les élections. Oui. Nous avons les moyens pour pouvoir déployer 4000 observateurs sur l'étendue du territoire national. Grâce à l'appui évidemment de Agir ensemble pour les droits humains et bien d'autres fonds du Secours catholique de Miséricorde. Nous avons les moyens. Le président de la conférence épiscopale a déjà écrit au ministre de l'Intérieur pour demander. Nous avons démarré déjà le cycle de formation, de recyclage des observateurs électoraux, puisque nous en avions quelques-uns déjà. Nous attendons à ce que le gouvernement donne l'accréditation à l'Église catholique pour déployer les observateurs. Il est important qu'on observe ces élections pour être témoin et être capable de faire un témoignage à partir de ce que nous aurions vu dans les bureaux de vote et sur le terrain. Et observer, oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, pour les réponses aussi que vous avez pu apporter aux questions qui ont été posées. Donc là, je vais passer la parole à Tim, le président effectivement de l'association avec laquelle on travaille, Agir ensemble pour les droits humains. Et il nous dira un mot justement sur les préconisations qui vont être données et qui ont déjà été données sous forme de documents. Merci bien, Charlène. Merci à tout le monde pour votre participation ce soir, surtout à nos panélistes Marcus, Brice et Trésor. Je vais donc vous faire part des recommandations pour les droits humains au Congo qui sont formulées par Agir ensemble pour les droits humains et tous nos partenaires dans le cadre de cette belle campagne en anticipation du vote du mois de mars. Donc,
voici nos recommandations pour les droits humains au Congo, sachant qu'une amélioration de la situation des droits humains au Congo ne peut être obtenue que dans le cadre d'une réponse coordonnée entre le gouvernement congolais et les instances internationales dans l'Organisation des Nations Unies et les institutions européennes. Et c'est dans cette perspective et en tenant compte de l'urgence de la situation actuelle que nous, organisations européennes et africaines, formulons les recommandations suivantes. Donc, vous les voyez à votre écran. Ratifier et appliquer la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Autoriser le vote de l'étranger pour permettre aux Congolais non résidents d'exercer leur droit de vote. Adopter l'approche de cycle électoral permettant une meilleure planification et un processus inclusif, pacifique, libre, juste et transparent. Assurer que le fichier électoral soit facilement accessible et fiable. Accréditer le plus largement et rapidement possible les missions d'observation citoyenne des représentants des partis politiques et les journalistes pour qu'ils puissent observer toutes les étapes de l'élection dans tout le pays, réformer la CNIE, notamment mettant en place un recrutement basé sur l'indépendance et la compétence technique, créer des panels consultatifs auprès de la CNIE constitués de représentants de tous les partis, d'organisations et de la société civile et des médias, encadrer les dépenses des candidats et mouvements politiques et publier les comptes de campagne, prendre un engagement public à ne pas couper les moyens de communication pendant la période électorale, autoriser un audit indépendant de l'élection de 2021 et, enfin, garantir aux citoyens congolais l'accès à une formation pluraliste sur l'enjeu des élections, notamment via une couverture équitable des différentes mouvances politiques. Donc, dans un deuxième temps, après ces recommandations-là qui sont visées aux autorités congolaises, voici les recommandations aux autorités africaines et à l'ONU. Elles sont donc 3. Mettre à disposition l'expertise des organisations internationales pour favoriser la transition vers une meilleure gouvernance démocratique au Congo. 2. Appuyer le développement de fichiers électoraux biométriques. Et 3. Organiser de toute urgence des missions d'observation électorale et maintenir une vigilance accrue sur le processus électoral. Et pour finir, voici le troisième volet. Ce sont les 2 recommandations que nous formulons auprès des autorités françaises et européennes. Premièrement, assurer que l'aide au développement accordée au gouvernement congolais privilégie un soutien durable à une réforme équitable du processus électoral dans le respect de l'approche du cycle électoral. Et deuxièmement, intégrer un axe prioritaire dans la coopération au développement et un dialogue politique portant sur une réforme équitable du processus électoral. Voilà, beaucoup de textes. Vous pouvez continuer à vous informer sur cette campagne sur le site web pour les droits humains au Congo. Je vais repasser le micro à Charlène, je pense, mais avant de le faire, je renouvelle mes remerciements à tous les participants et je redis notre engagement, notre solidarité, notre admiration pour tout le travail réalisé par Marcus, Brice et Trésor sur le terrain. Et vous remercions très vivement de votre participation ce soir, de vos témoignages et de tous vos éclaircissements sur la situation actuelle au Congo. Merci. Merci Tim alors pour les mots et les recommandations qui j'espère effectivement seront cette fois-ci prises au sérieux, puisqu'on sait qu'il y a énormément de rapports qui sont produits chaque année à l'approche des élections comme à d'autres moments qui ne sont pas forcément pris en compte parce que bien entendu ça ne va pas dans le sens des pouvoirs en place qui se maintiennent au pouvoir.
Mais bon, on va rester positif encore une fois. Donc, nous allons vraiment vous remercier tous. Donc, les participants et participantes, bien entendu, vous étiez nombreux encore aujourd'hui. Donc, merci vraiment de votre présence. Merci de votre écoute. Sachez que vous avez la possibilité de suivre la continuité de ces webconférences, que ce soit sous forme de podcast que j'anime ou alors effectivement sur YouTube, hein, parce que c'est retransmis. Notre prochaine rencontre aussi se fera le 18 mars prochain, donc 3 jours avant les élections. Ce sera l'occasion d'échanger sur la thématique de la répression et la violation des droits humains en période électorale. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu, qu'on a pu voir, on a essayé de voir aujourd'hui. On espère tous, je pense, que ça vous aura apporté des éléments d'information, que ça vous aura aussi donné des éléments d'information sur la situation au Congo dont on parle très peu, malheureusement. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Et heureusement pour moi que je n'étais pas toute seule, j'ai été bien accompagnée. Donc, merci vraiment à chacun des intervenants, Marcus, Brice, Trésor. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et merci à tous encore une fois d'avoir été là jusqu'à la fin. Donc, voilà, on se dit rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.